Alors que le monde entier disait adieu à la reine Élisabeth II, un homme, lui, se préparait enfin pour le rôle de sa vie. Charles III, l'héritier qui a attendu plus longtemps que n'importe qui dans l'histoire britannique. Mais au fond, qui est-il vraiment ? 70. Il faut laisser ce chiffre résonner un peu. C'est immense. C'est le nombre d'années que Charles a passé dans l'antichambre du pouvoir. 70 ans comme prince de Galles. C'est tout simplement l'apprentissage le plus long de toute l'histoire britannique. Un record qui, soyons honnêtes, ne sera probablement jamais battu. Du coup, la question qui se pose, elle est assez évidente. Après avoir passé toute une vie dans l'ombre de la couronne, quel genre de roi est-il en train de devenir ? C'est un peu le grand puzzle qu'on va essayer de reconstituer ensemble aujourd'hui. Et pour vraiment comprendre le roi, eh bien il faut d'abord se pencher sur le prince. Plongeons un peu dans ces décennies qui ont façonné l'homme qu'il est aujourd'hui. Alors, cette frise chronologique, elle raconte bien plus que des dates. C'est toute une vie passée sous les projecteurs. Regardez un peu. 1969, le faste de son investiture. Ensuite, 1981, le mariage de conte de fées avec Diana, un événement qui a littéralement hypnotisé la planète. Mais on y voit aussi ses convictions, ses passions, comme en 90 quand il crée sa marque de produits bio. Et puis bien sûr, 2005, le mariage avec Camilla, son amour de longue date. Chaque étape, qu'elle soit publique ou privée, a été scrutée, analysée. Et c'est avec tout ce poids sur les épaules qu'il monte sur le trône à 73 ans. C'est un âge où la plupart des gens pensent à la retraite, pas à commencer le job le plus exposé du monde. Ce qui est complètement fou avec cette citation, c'est pas tant ce qu'il dit, mais c'est quand il le dit. On est en 1970. Il a à peine 21 ans, et bien avant que ça devienne le sujet numéro 1, Charles parlait déjà de pollution cancéreuse. À l'époque, on se moquait de lui, on le voyait comme un excentrique. Mais en fait, cette phrase, elle prouve une chose. C'était un pionnier. Il avait des décennies d'avance sur tout le monde. Et attention, ce n'était pas juste des belles paroles, il a vraiment mis les mains dans le cambouis. Son activisme, il est partout. Dans le social, avec le Princess Trust qui, depuis 1976, a aidé un nombre incalculable de jeunes. Dans l'agriculture, quand il convertit sa propre ferme au 100% bio. Et même dans l'urbanisme en créant carrément une ville durable à partir de rien. Bref, il n'a clairement pas attendu d'être roi pour tenter de changer les choses. Mais il y a un revers à la médaille. Cet activisme a aussi sa part d'ombre. Ce sont les fameux Black Spider Memos, les mémos de l'araignée noire. On les appelle comme ça à cause de son écriture, vous savez, très particulière. Quand ces lettres ont été révélées en 2015, ça a été un véritable scandale. Pourquoi ? Parce qu'elles montraient noir sur blanc que le prince héritier faisait du lobbying, qu'il essayait d'influencer directement les ministres. Et pour beaucoup, c'était franchir une ligne rouge, celle de la neutralité absolue de la monarchie. Allez, on avance dans le temps, on arrive à son règne. Et là, dès le départ, il a dû faire face à des défis absolument colossaux. Des épreuves personnelles, familiales, qui ont mis l'institution sous une pression maximale. Le tout début de son règne a été marqué par un coup de tonnerre, un double coup de tonnerre même. D'abord, l'annonce de son propre cancer. Et puis, quelques semaines plus tard à peine, celui de sa belle-fille, Kate, la future reine. Il faut s'imaginer la scène, le roi et la princesse de Galles, deux des piliers de la monarchie qui luttent contre la maladie en même temps. C'est bien plus qu'un drame familial, c'est une véritable crise institutionnelle qui a secoué la couronne jusque dans ses fondations. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut ajouter à ça les crises familiales. Ce tableau y résume bien les deux fractures béantes qui divisent la famille. D'un côté, on a le front des Sussex, avec son fils Harry, parti en Californie, et des relations avec le reste de la famille qui sont, pour le moins, glaciales. Et de l'autre côté, le front Andrew, son propre frère, écarté de la vie publique à cause de l'affaire Epstein. Ce sont deux épines dans le pied qui continuent de ternir sérieusement l'image de la monarchie. Alors face à tout ça, le roi, il continue de pousser son grand projet, celui d'une monarchie resserrée. L'idée, c'est de se concentrer sur un tout petit noyau de membres actifs. Pour moderniser, pour réduire les coûts, c'est logique. Sauf que les problèmes de santé récents ont montré à quel point ce modèle est fragile. Parce que oui, quand le roi et la future reine sont sur la touche, qui reste-t-il pour faire tourner la boutique ? Et on arrive là au cœur du réacteur, si on peut dire. La tension fondamentale de son règne, elle est là. Comment est-ce qu'on fait cohabiter le prince activiste qu'il a été toute sa vie avec le roi constitutionnellement neutre qu'il est obligé d'être aujourd'hui? Ce face-à-face, il résume tout. D'un côté, le prince activiste, presque avec un mégaphone à la main, prêt à monter au créneau. De l'autre, le roi, une silhouette qui se doit d'être silencieuse, neutre. C'est terminé, les grandes déclarations publiques. Maintenant, son influence, elle doit passer par les coulisses, dans le secret des audiences hebdomadaires avec le Premier ministre. Pour un homme qui a passé 70 ans à porter haut et fort ses convictions, c'est un changement de logiciel radical. Mais alors, concrètement, ça fait quoi un roi au quotidien ? Eh bien, son rôle est presque entièrement symbolique, comme on le voit ici. C'est lui qui nomme le Premier ministre, même s'il n'a pas vraiment le choix. C'est lui qui lit le discours écrit par le gouvernement au Parlement. C'est lui qui signe les lois. En fait, il est le garant de la continuité de l'État, une sorte de figure unificatrice qui plane au-dessus de la politique. Son vrai pouvoir, ce n'est pas d'agir, c'est d'incarner la nation.
Mais attention, le vieil activiste n'est pas mort pour autant, il a juste changé de méthode. Maintenant, il utilise ce qu'on appelle le soft power, le pouvoir d'influence. Un exemple concret, il n'a pas le droit d'aller à la COP27, le grand sommet sur le climat. Qu'à cela ne tienne, il organise une immense réception à Buckingham Palace juste avant, avec tous les grands de ce monde, pour parler de climat. C'est malin. C'est une façon très subtile de continuer à faire avancer les sujets qui lui tiennent à cœur. Il faut bien voir que tout ça se passe dans un contexte compliqué. La monarchie elle-même est confrontée à des questions presque existentielles. Son avenir, pour être clair, est tout sauf garanti. Regardez-moi ce chiffre, il est sans appel. Un sondage fait au Québec juste après son accession au trône, presque 90% de la population n'a aucun attachement à la monarchie. Ce n'est pas d'indifférence, c'est un désaveu total, massif. Ça montre à quel point, dans certains des royaumes du Commonwealth, l'institution est vue comme quelque chose d'étranger, de complètement dépassé. Et le problème, c'est que le cas québécois n'est que la partie émergée de l'iceberg. Au Royaume-Uni, même, l'idée d'une république gagne du terrain. L'unité du pays est menacée, avec l'Écosse qui rêve d'indépendance. Ailleurs dans le Commonwealth, des pays comme la Jamaïque envisagent très sérieusement de couper les ponts et de devenir des républiques. Et puis, il y a le poids écrasant de l'histoire, avec des appels de plus en plus pressants pour que la monarchie s'excuse pour son rôle dans l'esclavage. Bref, la couronne est assiégée de toutes parts. Mais au milieu de toutes ces incertitudes, il y a quand même quelque chose qui se dessine, une forme de transition. La cause de sa vie, l'écologie, eh bien, le flambeau est en train d'être passé. C'est son héritier, le prince William, qui reprend le combat, notamment avec son grand prieur Shott. Il est devenu le nouveau visage de l'engagement écolo de la famille. Le père est contraint au silence, alors le fils prend la parole. C'est une sorte de passage de relais, un héritage qui se perpétue. Et c'est sur cette grande question qu'on va se quitter. Charles III, ce roi qu'on a vu écologiste, modernisateur, est-ce qu'il va réussir à faire entrer une institution millénaire de plein pied dans le XXIe siècle ? C'est ça finalement le véritable enjeu de son règne.